le chemin de la rencontre. La lumière violette de l'après-midi s'infiltrait par les orifices, rampait sur le sol de terre battue, planait paresseusement dans l'air un peu moite, avant de plonger vers la toile pour en éclabousser les couleurs. Frulle réfléchit un moment, puis il déposa un halo scintillant autour de la spirale orange de droite. Certaines composantes étaient encore trop peu discernables. En particulier, ce qu'il avait interprété comme l'angoisse de la quête et l'incertitude de la remise en question, associée à la joie de la découverte. Les sentiments étaient toujours les plus difficiles à transcrire. Il retourna consulter le modèle, aspirant avec précaution, par sa trompe évasée, quelques-unes des précieuses molécules. Indiscutablement, il avait oublié l'angle aigu de la chaîne CH3-COOH, qui revenait cycliquement dans la plupart des polymères, et la note piquante, un peu saugrenue, de la combinaison CaCl2. Une note d'humour dont il ne discernait pas encore très bien l'objet. On frappa à sa porte, dans un style typiquement terrien. C'était Serge, le petit mâle maigrichon et difforme, qui avait installé son campement en bordure du village depuis une semaine. Il avait l'air beaucoup moins courtois que d'habitude. Résigné à subir l'inconvenant flot de questions dont les terriens semblaient coutumiers, Frulle reprit son pinceau en soupirant. L'homme commit une faute de goût en allumant son traducteur avant que Frulle ne l'ait salué. Frulle songea avec indulgence qu'il devait être bouleversé par les récents événements, ou plutôt par le peu qu'il en connaissait. « Laurie a disparu !» annonça Serge. Cela n'appelait aucune réponse. Préparant un mélange d'un vert très pâle, qui offrirait un excellent contraste avec l'orange soutenu de l'angle de droite, Frulle eut une pensée amusée pour le manque de logique des terriens. Celui-ci venait visiblement chercher des renseignements au sujet de sa femelle, ce qui supposait que Frulle était au courant de sa disparition. La première phrase n'était donc qu'une entrée en matière bien superflue, qui aurait avantageusement pu être remplacée par une formule de politesse. « Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Où est-elle » continua Serge. Ce n'était pas une bonne question, mais l'humain avait l'air si désemparé que Frulle voulut l'aider. Elle s'est engagée sur le chemin qu'elle a choisi. Malheureusement pour vous, je n'en connais pas l'orientation géographique. « Je dois lui parler !» fit Serge un peu soucieux des nuances du discours bâtien. « Comment puis-je la rejoindre ?» Un peu surpris, le bat posa son pinceau. « Vous voulez suivre le même chemin qu'elle ?» demanda-t-il. « Rien ne m'avait donné à penser que vous vous y prépariez. Mais si c'est le cas, vous avez un bien meilleur interlocuteur que moi. » Alors voilà, ça c'était peut-être pas la plus familière comme univers à décrire. Donc, en ce qui concerne ma trajectoire personnelle, je vous disais, la science-fiction a sans doute marqué toute ma vie. En tout cas, je sais que c'est elle qui m'a donné envie de faire de la science et de faire de la recherche, ce que je fais maintenant. Parce que à l'époque, je me disais, faire de la recherche, eh bien, c'est exactement ce qui m'intéresse par rapport à ce que j'ai découvert dans la science-fiction. On doit y retrouver le fait qu'on a le droit de questionner les évidences, qu'on a le droit d'interroger tout ce qui paraît normal et naturel en essayant de le prendre sous un angle un peu différent et de voir ce qu'on peut en dire. Voilà, j'avais une vision un petit peu idéaliste de la recherche, en tout cas c'est ce que je me dis maintenant, où on nous parle
de mesures de performance, d'indicateurs, d'excellence, mais excellence au sens d'une productivité qui n'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Mais enfin, ça fait rien. En tout cas, je suis quand même scientifique, c'est sûr, on peut le dire. Alors, parmi les clichés que l'on a habituellement, on a parlé du fait que on a parlé de genre. Je fais une digression là, je n'avais pas prévu, mais ça me vient maintenant. Moi, je joue pas mal sur des jeux virtuels sur ordinateur et on utilise des pseudonymes. Et quelquefois, on choisit des avatars. Il y a des jeux où on ne choisit pas d'avatar qui permettent de donner une représentation symbolique de soi-même. Moi, mon pseudonyme, c'est Glopie. Glopie. Ne me demandez pas pourquoi. Mais ce que j'ai constaté, c'est que, en général, quand je me mettais à jouer avec des gens, eh bien, ils considéraient que j'étais un homme. Glopie, c'est un homme. Il n'y a pas, il me semble, dans la sonorité, ça se termine par un E. Bon, eh bien, a priori, j'ai quand même un petit peu l'impression que quand on ne sait pas qui on a en face, par défaut, le neutre, enfin, c'est une petite confirmation supplémentaire de quelque chose qu'on peut tous fortement soupçonner. Par définition, le neutre et le masculin, quand on ne sait pas. Eh bien, de la même manière, la science, quand on ne sait pas de quelle science on parle, la représentation qu'on se fait de la science, c'est science dure et science exacte. On pense à la physique, on pense à l'astrophysique, on pense à la chimie, on pense à la biologie, mais attention, on est en train de glisser vers le vivant. Et on s'arrête en général avant d'avoir basculé complètement du côté des sciences humaines et sociales. Bon, moi, il se trouve que scientifiquement, j'ai la chance d'être juste à cheval entre les deux. Ça s'appelle les sciences de l'information et de la communication. Je viens de l'informatique, donc je forme des bibliothécaires. Et donc je viens quand même plutôt du côté des sciences dures, mais je suis passée maintenant du côté de la communication, des interactions entre le système, les êtres humains qui s'en servent, etc. Bon, tout ça pour dire que quand on parle de sciences, en général on pense aux sciences dures, et c'est là que les hommes sont quand même largement majoritaires. C'est un petit peu moins vrai du côté des SHS, que la science-fiction peut puiser des deux côtés, et que ce que nous disait Marc à propos d'Ursula Le Guin et Elisabeth von Harburg, c'est clairement sur des bases scientifiques. Elisabeth Le Guin est fille d'anthropologue, hein, elle a une démarche d'ethnologue et d'anthropologue qui est une démarche informée. Elle n'est pas du tout naïve par rapport aux questionnements qu'on peut avoir. Mais traditionnellement, quand on pense à la science-fiction, on pense souvent aux sciences dures et aux réflexions qu'on a pu avoir sur ce que donnerait, d'un point de vue technologique, des avancées dans le domaine de la physique, de l'astrophysique, de la chimie, qui permettraient la navigation interstellaire, qui permettraient et ci et ça, et les nanomachines, et des tas de choses qui sont déjà arrivées d'ailleurs, des univers virtuels, des clones, voilà. Donc, quand on dit la science, et quand on prend la science en ce sens-là, au sens plutôt des sciences dures, il y a eu toute une période qu'on appelle habituellement l'âge d'or de la science-fiction, mais Marc en a parlé aussi. De toute façon, on a des interventions sans s'être mis d'accord qui sont forcément très complémentaires, et je crois qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. On a eu une période qu'on appelle l'âge d'or, où on fondait des espoirs immenses en la science, en se disant la science va améliorer notre monde, notre univers, nos capacités individuelles, notre espace vital. Et on est beaucoup plus prudent maintenant, on fonde beaucoup moins d'espoir en tant que société humaine, en tant qu'espèce, sur la science, parce qu'elle nous a apporté des tas de bonnes choses, elle nous a aussi mis en face d'un certain nombre de périls. Donc, c'est peut-être un petit peu pour ça aussi que la science-fiction suscite quelques rejets a priori de la part de gens qui n'ont pas eu beaucoup de curiosité pour découvrir ce que c'était, c'est qu'on n'a pas forcément envie de rêver avec la science a priori. Parce que, je sais pas, les énergies polluent, la longévité, on sait que ça coûte cher à la société, l'opulence peut conduire au réchauffement climatique, etc., etc. On est tous imprégnés de ces inquiétudes et de ces craintes.
Mais moi, je continue à penser que la science peut faire rêver et que la science peut être source d'émerveillement, de poésie, et qu'elle peut l'être au moins au niveau individuel, pour quelqu'un en particulier dans une trajectoire de vie à un moment donné. La science peut apporter quelque chose qui tient du miracle. J'emploie pas le terme miracle au hasard, bien qu'il ne soit pas du tout scientifique. Ça peut être aussi à un moment donné, dans une circonstance donnée. Et moi, dans mes textes, j'ai beaucoup joué avec l'émerveillement qu'apporte la science, mais à un niveau beaucoup plus intime, au niveau d'une trajectoire individuelle. J'aime beaucoup la manière dont vous lisez. Est-ce que vous voulez bien nous lire un petit bout de Définissez priorité? Alors c'est dans Espace imaginaire, et je crois que le bout que j'avais repéré, c'est pas au début cette fois-ci, c'est vers la page 91. Alors je vous situe quand même un petit peu, parce que justement on n'entre pas au début du texte. Donc, on a une femme, alors là c'est bien un jeu qui parle, qui est féminin, qui est ingénieure cogniticienne, donc c'est pas très loin de mon activité professionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui élabore des mécanismes qui sont à base de connaissances formalisées dans des systèmes, et elle a inventé un petit prototype de machine, qu'en gros on se met dans l'œil, c'est une nanomachine, et ce qui va améliorer la vision en permettant d'ajouter à la vision normale et naturelle, c'est une espèce de réalité augmentée, s'il y a des connaisseurs ici, va rajouter à la vision brute que l'on a avec ses yeux